They tell me death is not death. They brought me here to see you because you could make me believe it. Because you were dead and were raised from the dead by the man. I mean, the master. What's it like there? You were there? Well, tell me what it's like. Like? Yes, what is it, this thing you experienced? Well, what is it? I've experienced nothing. Only death. And death is nothing. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le Docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui aujourd'hui nous a préparé une émission spéciale consacrée à Richard sans les mains. Ouais, consacrée à Richard Fleischer à l'occasion de la sortie de 5 Blu-ray quand même chez différents éditeurs. On va essayer de parler de tous les films de Richard Fleischer. Ouais, il en a fait à peu près, il en a fait plus de 50. Là, on va faire une émission exceptionnelle d'une demi-heure. Voilà. Mais on va quand même parler de ces 55 films qu'il a réalisé sur quasiment 50 ans aussi. Richard Fleischer qui est mort en 2006, qui a commencé à tourner dans les années 40, milieu des années 40. Petite présentation rapide avant qu'on se lance vraiment dans les machins. On va présenter les Blu-ray après, mais et donc comme je l'ai dit, à peu près un peu plus de 50 films, de gros succès, notamment des films comme Soleil Vert, comme Barabbas dont on va parler, Le Voyage est fantastique. Il a 20 000 lieues sous les mers, les Vikings. Il a démarré en faisant des séries B, des films noirs surtout, et puis il s'est fait engager justement par Walt Disney pour réaliser 20 000 lieues sous les mers. Rappelez que c'est aussi un fils de, parce que c'est le fils de Max Fleischer, créateur qui de a Betty été Boop, d'ailleurs notamment, le concurrent frontal de Walt Disney dans les années 30 ou 20, je ne me rappelle plus, mais en tout cas le créateur de Betty Boop par exemple, donc le grand animateur, et c'est le fils donc de Max Fleischer. Il faut savoir que Richard Fleischer a écrit 2 livres qui n'ont toujours pas été traduits en France. Le premier, son autobiographie Tell Me When to Cry, où il raconte sa propre expérience, et puis sur la fin de sa vie, c'était en 2004 je crois, vraiment juste avant de mourir, il a écrit justement un livre sur son père qui n'a à ma connaissance en tout cas toujours pas été traduit, donc c'est un gros manque. Vraiment, je pense que ces 2 bouquins sont sans doute passionnants et il faut vraiment que quelqu'un se bouge le cul. Et puis je disais, il a fait plus de 55 films. Moi je pense que j'ai pas vu la moitié de ses films, et la moitié de ses films ne sont toujours pas disponibles en France non plus. Il a beaucoup de projets, alors des films qui sont moins bons que d'autres aussi. Je pense à ces biopics, notamment sur Che Guevara avec Jack Palance, alors des films qui sont un peu disponibles à Los Angeles, Jack Palance qui joue Che Guevara avec Omar Sharif qui joue son pote cubain. Enfin, je pense que c'est super intéressant quand même. Apparemment c'est un ratage. Oui, je pense, mais à côté de ça, il y a des films qui ne sont pas des ratages que j'ai pu voir. Je pense à Mandigo qu'il a fait en 75, qui est de très très loin le meilleur film que j'ai jamais vu sur l'esclavage aux États-Unis avant la guerre de sécession, avec James Mason, qui est d'une
très très grande violence le film, et qui est sorti en Blu-ray aux États-Unis. Hein, il y a de très belles copies qui circulent, et ce film en France n'est tout simplement pas disponible. Ouais, mais ceci dit, c'est vraiment dommage. Je serais assez plus mesuré que toi là-dessus, parce que je pense que Fleischer, bizarrement, il est assez bien représenté en édition vidéo. Ah mais là on le voit, un sac Blu-ray qui par sort exemple, d'un coup. Le mois on enregistre ça, là d'un coup on a 5 films qui sortent de ce bonhomme-là. Je pense que par exemple les éditions Montparnasse avaient fait un très beau coffret qui comportait 3 de ses premiers travaux chez la RKO, et qui était avec un livret de Philippe Garnier d'ailleurs, et puis des bonus de Tavernier qui lui-même dans sa grande somme sur le cinéma américain défendait pas mal Fleischer, mais sachant que voilà, ce qui est très intéressant avec ce bonhomme-là, il y a eu beaucoup de défense, Fleischer de plein de parts, parce qu'il y a, je sais qu'il y a Kyoshi Kurosawa qui se réclame bien régulièrement. Sûr, ouais, mais ceci dit, on dit ça, il faut plutôt mesurer que c'est quand même quelqu'un qui quand même a fait la plupart de sa carrière dans un anonymat quasiment total. Oui, il était considéré comme vraiment le réalisateur de studio. Voilà, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un, Fleischer, c'est quelqu'un pourtant que tout le monde connaît. Alors encore une fois, faut un peu peser nos paroles, c'est que évidemment, moi j'ai 35 ans, donc je pense que évidemment, à un moment, tu disais, voilà, genre tout le monde connaît Fleischer parce que ses films ils passent tout le temps à la télé. Oui, parce c'était que le cas. C'était une époque où genre les Vikings ça passait tout le temps, les Voyages fantastiques ça passait tout le temps, Barabbas ça passait tout le temps. Il y a eu des tas de films comme ça de Fleischer qui passaient tout le temps. Soleil hiver ça passait tout le temps, c'était des grands classiques. Genre tout le monde avait vu ces films, mais personne n'identifiait Richard Fleischer. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais été identifié comme un auteur très important du cinéma hollywoodien. Quelqu'un qui arrivait de toute façon après les Walsh, les Ford, les Wellman, tous ces gens-là, et qui aussi a eu un style très très changeant au fur et à mesure des films. Et des genres, il a touché à tous les genres. Il a touché à tous les genres, quelqu'un a touché à tout, voilà. Et quelqu'un aussi qui jusque dans les années 80, quand il faisait encore des films, a été toujours dans cette optique du studio, genre je ne mène pas mes propres projets, on m'amène quelque chose, je dis oui, je dis non, mais en général je dis oui, quoi. Et puis je réalise des trucs. Et c'est vrai que peu à peu, au fur et à mesure des sorties, je pense qu'il est pas trop mal loti par rapport à beaucoup d'autres, et même par rapport à quelqu'un comme Ford, à la limite il est presque moins mal loti, sûr. Parce que ces films ils sortent, des fois c'est un accompagnement éditorial qui est absolument exceptionnel. C'est le cas là, que ça soit chez Montparnasse, chez Wildside, chez Carlotta qui avait déjà sorti certains de ses films, l'accompagnement éditorial est génial. Et ce qui est amusant à noter, c'est que souvent dans les DVD qui sortent, et on y reviendra, il y a beaucoup, c'est des cinéastes qui parlent de Fleischer. Et il y a aussi ce truc-là, c'est que c'est peut-être aussi un cinéaste un réalisateur de cinéaste. C'est-à-dire que des fois les réalisateurs voient les films, ils se disent bah ouais putain le mec il est hyper fort en fait. Mais chose que par exemple un critique va peut-être moins voir, parce que le critique, ce en quoi il va être assez attentif, ce en quoi on a fondé la critique de cinéma, c'est justement la politique des auteurs. Et chez Fleischer, on peut évidemment voir des lignes de force, c'est pareil, on y reviendra, mais c'est quand même quelqu'un qui avait un style non seulement un style changeant, mais aussi on peut avoir du mal des fois à trouver une constance thématique. Dans la tradition américaine, c'est-à-dire quand on parlait de Lumet il y a peu de temps, c'est vrai que Fleischer, il adaptait son style à ce qu'il racontait. Enfin, c'est une école américaine et il était merveilleux là-dedans. C'était un très grand réalisateur, je pense, Fleischer. On a l'occasion de le voir avec les films qui sortent, notamment là chez Carlotta. Mais voilà, il adaptait son style au film qu'il racontait. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on va se lancer un peu dans le sommaire comme ça. Donc, Barabbas est sorti, lui, chez Sidonis, en Blu-ray DVD, Peplum pour le coup. On parlera aussi des 3 films qui sortent chez Carlotta, qui sont sortis autour de l'année 71, qui sont donc L'étrangleur de Arlington Place, Terreur aveugle et l'un de ses plus grands films en tout cas à Fleischer, Les flics ne dorment pas la nuit, The New Centurions, qui est enfin disponible en France pour le coup, et c'est vraiment merveilleux. Et puis on terminera avec Mr Majestic, qui était sorti lui chez Wildside dans un joli coffret d'ailleurs. Des films qui sont tous accompagnés de bonus assez chouettes, notamment la trilogie donc chez Carlotta, où comme tu le disais, donc du coup c'est des cinéastes français qui parlent du Wels, Saada, Boukrieff et Christophe Gans, qui sont super, qui sont vraiment passionnants. Les entretiens sont passionnants, les types parlent évidemment très très bien. Bah là si on peut tout de suite parler de ça, c'est se dire à bout d'un moment il y a un concours d'intelligence, quoi. C'est ça. C'est que là tu dis à quoi ça sert de faire une émission après avoir ce truc là, parce que c'est vraiment, pour moi, ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur des DVD de cette qualité là en termes de contenu éditorial, quoi, parce que là c'est rien, hein, c'est juste 3 bonhommes qui sont interviewés pendant 25 minutes chacun, et les mecs tu dis bah ouais putain la vache, là t'as tout dit, c'est hyper intéressant, c'est superbe, quoi. Oui, évidemment on va retomber sur des propos qu'ils ont pu tenir à un moment, parce que ce qu'ils racontent c'est vraiment là les 3 DVD Blu-ray de chez Carlotta, c'est indispensable. On va démarrer par Barabbas, un film des années 60 pour le coup, avec Anthony Quinn. On va écouter justement un petit extrait, et puis juste après je vais laisser Antonin faire le travail. Le jour où les
les habitants ont demandé ta liberté, j'ai eu le sentiment, Barabbas, que ce n'était pas un heureux choix. Ils appelaient la mort et le désordre lorsqu'ils criaient ton nom. C'est ce que je prévoyais, et c'est ce qui est arrivé. Ils ont remis le fouet dans la main qui les frappait. C'est parce qu'ils ont préféré te sauver que bien des hommes ont souffert et qu'il y a eu tant de morts. Il y a eu l'autre aussi, et c'est pour ça que les gens meurent. Oh, c'est un incident sans importance qui, je l'espère, sera bientôt réglé. Le trouble des esprits qu'a répandu ce fanatisme irraisonné passera. Mais l'appétit de destruction que les êtres humains partagent, hélas, avec les bêtes est plus vif que jamais. Et il doit être rigoureusement réprimé pour le bien de la civilisation et selon les règles de la loi. C'est ton point de vue. Mais que nous soyons avec la loi ou contre la loi, nous sommes tous les mêmes. Toi et les tiens, moi et les miens, nous vivrons tous de la même façon. Ce que nous n'avons pas, nous le prenons. Ah. Laissez-le parler. Vous vivez de la même manière que moi. Quand quelqu'un est contre nous, quand il nous gêne, nous le supprimons. Mon couteau a peut-être tranché quelques gorges, mais que dire de vos armes? Elles massacrent des gens par milliers. Il se peut bien que j'ai abusé d'une femme à l'occasion. Et vos armées, combien en ont-elles violé aux quatre coins de la terre? Et par leur pillage, elles ont gagné la gloire. Tu es né selon la loi, tu as été élevé, tu as vécu selon la loi. Je suis l'enfant d'une prostituée chassée dans du panard. Et quand elle m'a eu donné le jour, elle est morte en me maudissant. Mais je te dis que nous faisons partie du même troupeau. Mais malheureusement pour toi, Barabbas, la loi est indispensable. La loi est la caution qui nous autorise à vivre dans ce monde. Tu en es démuni. Voilà, c'était donc un extrait de Barabbas de Richard Fleischer, Barabbas que tout le monde connaît à partir du moment où on a vu La Passion du Christ ou South Park, puisque c'est donc le meurtrier, le brigand qui a été libéré à la place de Jésus-Christ. On a laissé le choix, hein, c'est Ponce Pilate qui a laissé le choix à la population de l'époque. Aux Juifs, tu veux dire. Est-ce que vous vouliez libérer Barabbas ou Jésus? Et les gens ont dit on veut libérer Barabbas. Voilà. Et puis du coup ils ont envoyé Jésus sur la chaise électrique. Et le film de Richard Fleischer va donc démarre avec cette séquence qui rappelle énormément d'ailleurs celle de Mel Gibson, même si Barabbas est sous les traits d'Anthony Quinn et non pas d'un espèce de monstre comme dans le film de Mel Gibson. Mais en même temps celui de Mel Gibson rentre beaucoup plus dans la cruauté, dans la chair. Le fait est qu'en tout cas moi j'étais vraiment surpris parce que j'avais dû voir ce film quand j'étais petit, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un film qui passait sur France 3 beaucoup, c'était un film France 3, moi j'ai catalogué comme ça un peu, mais un peu à la Eddie Mitchell, tu vois, voilà, bref. Et j'étais très surpris déjà parce que voilà, entre-temps j'ai vu La Passion du Christ, que le film est cette séquence en particulier a autant de similitudes dans sa représentation du peuple notamment, qui va réclamer la libération de Barabbas, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Enfin, il y a beaucoup de scènes qui sont merveilleuses dans le film, on va en recauser un petit peu quand même, mais ce point de départ je le trouve merveilleux en fait, comme voilà, c'est la libération, et puis ce type est laissé seul et voilà. Et ça doit être un super bon bouquin, la Bible. Moi, il va falloir vraiment que je le lise parce que tu dis, putain, il y a quand même des situations de fou, quoi. C'est super. Non, mais le film démarrait super bien. Il y a un petit relâchement, je crois, à un moment, parce que Barabbas vit vraiment une période de trouble existentiel. Il va se demander, mais c'était qui ce Jésus? Et puis il va constamment croiser des gens qui, le catholicisme, le christianisme en tout cas prenant son ampleur, il va croiser de plus en plus de gens qui se réclament de cette religion bizarre, et lui-même va vivre une histoire que je trouve complètement folle, et je vais tout de suite raconter quand même une des séquences qui m'a le plus impressionné, c'est celle dans les mines de soufre, où là j'ai eu le sentiment vraiment de voir déjà quelque chose en termes de mise en scène qui était très impressionnant. Je suis peut-être un peu habitué à avoir des péplums de série B ou quelque chose comme ça, où ça sent le toc un peu quand même. Là c'est très très impressionnant en termes de mise en scène, en termes de décor, en termes d'effets spéciaux, n'importe quoi. Donc voilà, est-ce que ça raconte, ce type qui pendant des années va vivre sous terre en enfer, clairement. C'est quelque chose de très biblique, tout ça. Il y a quelque chose qui s'est vraiment passé là-dedans, quoi. Le destin de ce personnage, que ça soit du péplum ou autre chose, on s'en fout, mais ce que ça raconte, mais je trouvais ça très très fort. Et une vraie surprise, parce que évidemment, j'en ai pas eu tout ce souvenir là.
Ouais, moi je pense que j'avais jamais vu ce film-là, mais parce que j'étais pas non plus très versé dans le péplum étant jeune, et puis maintenant les péplums je regarde quand ils sont signés par des grands cinéastes, et en général, souvent quand des grands cinéastes signent des péplums, c'est pas forcément leur meilleur film. Non, je pense à celui de Douglas Sirk. Ouais, Douglas Sirk, genre, ou le film d'Anthony Mann, je suis dans l'Empire romain et tout ça, mais souvent voilà, c'est vrai que le genre du péplum, c'est pas non plus, moi c'est pas ma cam, et puis souvent c'est quand même englué dans des tas. C'est moche de dire un truc comme ça. Tu peux pas dire le péplum c'est pas ma cam, c'est juste que il y en a moins de bons des péplums. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, surtout le péplum est biblique et tout ça. Moi, je sais que voilà, je peux en avoir vu quelques-uns, et là encore une fois, je vais sûrement recouper des propos de Tavernier qui intervient dans les bonus du DVD Sidonis de Barabbas, ou qui dit voilà, ce dont on se rappelle en péplum de style biblique, ça va être Bénur ou les 10 commandements. Ils disent mais attendez, ça c'est pas bon quoi. Le bon péplum, c'est Barabbas. C'est un truc qui est exceptionnel en termes religieux. Même moi je suis pas très religieux, mais c'est un truc c'est extrêmement étrange ce film-là, parce que à la fois on a un pied justement dans ce qui fait le genre du péplum, à la fois donc quelque chose d'extrêmement spectaculaire, ne serait-ce que dans la reconstitution. Donc là on est dans un moment où c'est la reconstitution en dur, probablement Cinecittà, les jeux du cirque, la vieille Jérusalem, les mines de soufre tournées dans les années 60, c'est le moment où les studios cherchent justement, c'est Cléopâtre et tout ça. Donc là il y a du pognon, il y a du décor en dur et tout ça, il y a la façon de le montrer, voilà, on veut montrer qu'on a mis du pognon, et puis quand en plus de ça t'as la mise en scène de Fleischer qui a un souffle extraordinaire. Enfin voilà, pareil, on y reviendra, mais c'est quelqu'un qui arrive tout à fait dans des plans en général assez longs à manier l'avant-plan, l'arrière-plan, passer d'un plan hyper large et dans le même plan sans couper, d'un coup on va virer un gros plan. Il y a un truc qui est complètement taré, qui donne un dynamisme au film complètement fou, et qui de toute façon à chaque fois sert le sujet. Et là dans Barabbas, c'est à la fois un film qui est probablement très étonnant par rapport au genre, parce que c'est à la fois c'est quand même une histoire qui pourrait presque paraître comme une histoire très qui serait tirée d'un truc moderne, qui est vraiment l'histoire d'une révélation, quelqu'un qui est complètement une brute épaisse, qui va être réfractaire au message du Christ, un message d'amour auquel il est soumis à grands coups de massue, on va dire, parce que c'est le témoin principal, et au fur et à mesure de sa vie, il va être dit comment ça se fait que t'es hermétique à ça, tu l'as vu, et puis le mec c'est une brute épaisse, il veut pas parce que aussi il a de la lâcheté, aussi à la fois parce que c'est une brute épaisse et que lui tout ce qu'il ne comprend c'est la violence, et qui va être hermétique au truc du Christ qui est de l'amour, de pas faire l'amour, la guerre, le truc du Christ. Et ça pour moi c'est une première partie, parce qu'après t'as une espèce de le type qui cherche juste à survivre. Enfin bon, oui, mais c'est une grande histoire de survie. Non mais c'est une histoire de survie, mais on n'empêche que c'est quand même une histoire de prise de conscience. C'est quand même une conscience on est d'accord. Vraiment frustre, mais tu vois que le mec il est complètement tiraillé pendant tout le film. Oui. Il a envie, il a avec une carapace extraordinaire. Il recherche quand même une forme de transcendance. On le sent sensible à quelque chose, parce que lui-même il vit avec la culpabilité, quelque chose de très catholique. Il vit avec la culpabilité d'avoir survécu par rapport à un autre type qui est mort. Et donc il y a quelque chose dans la façon qu'a Fleischer de traiter ça. Fleischer est probablement son scénariste, dont Tavernier parle aussi dans les bonus, où il dit voilà, c'est quelqu'un qui vient pas du tout du sérail hollywoodien, mais qui est plutôt un auteur théâtral, et son travail a été immensément respecté. C'est un auteur très croyant, mais très croyant dans le sens où voilà, lui la question de la foi l'intéressait beaucoup, il voulait pas la traiter à la légère, mais à la fois c'était pas quelqu'un qui était dans la foi, c'était pas Cécile B2000 quand il fait les 10 commandements, c'est pas à aucun moment. Par exemple, on peut très bien regarder ce film là et pas du tout être croyant, parce que à aucun moment le film n'atteste le pouvoir magique de Jésus-Christ, le pouvoir divin de Jésus-Christ. Il y a pas ça. Mais on va avoir un côté très magique, un côté très expressionniste par moment. Il y a une scène absolument incroyable qui est tournée avec une éclipse. On se dit putain, c'est vachement bien fait, mais en fait oui, c'est tourné pendant une vraie éclipse. Oui, effectivement la lumière. Mel Gibson, il y a un truc de Mel Gibson. Mais de toute façon, moi alors après on est peut-être complètement obsessionnel, mais moi j'ai pensé à Mel Gibson pendant tout le film. Je me suis dit putain, Mel Gibson, si tu faisais ce film-là, ça serait génial, parce que moi il y a qu'une seule chose qui manque là-dedans, c'est vraiment l'effet gore en fait, parce que je pense que dans l'histoire c'est suggéré, Fleischer, c'est-à-dire qu'on est dans les années 60 et clairement ce film-là aurait été fait 10 ans plus tard, ça aurait été bien sûr, boucherie. Parce que et encore il manque, est suggéré
parce qu'il y a des séquences très violentes. Oui, et en fait, tout est suggéré, et c'est même pas qu'il joue avec le hors-champ, le film, parce qu'on n'est pas du tout dans une gestion de hors-champ, comme Fleischer peut être admirable dans la gestion de hors-champ, dans ses premières séries B, dans les années 40, il a une gestion du hors-champ absolument incroyable. Là, c'est pas une question, là, il y a une violence qui est atténuée, mais pas du fait de l'absence de hors-champ, c'est que voilà, on filme en plan large et tout ça, on va pas avoir une épée qui tremble, mais c'est une chose, moi, là où j'ai pensé à ça, c'est qu'on touche quelque chose de très catholique et de très, qui peut rapprocher au truc de Mel Gibson, c'est que ce bonhomme-là, qui a une fascination et qui a une mode de vie par la violence, comment il va chercher la transcendance. Donc moi je pense à Mel Gibson quand je vois ça, mais on peut penser aussi à des gens comme Scorsese, tous les catholiques malades qui font en général un très très bon cinéma. Et là d'un coup il y a une sonnerie qui résonne dans les studios de Canal B, donc on va tous crever probablement. Mais voilà, donc t'as quelque chose là-dedans, et j'ai pensé à ça, et dans les séquences du Mine de Soufre, j'ai pensé à Conan le barbare, quoi, et j'ai pensé à côté, quand Conan tourne la Wheel of Pain et compagnie, et dans la picturalité de l'image et tout ça, dans la façon qu'il a filmé, la bande originale qui est exceptionnelle, et cette façon, de mettre un peu de côté l'action, de laisser le côté presque pictural, tableau de l'enfer, vision de l'enfer, quelque chose qui serait de cet ordre-là, un peu comme dans Apocalypto où d'un coup t'as une vision de la décadence, là t'as presque une vision de l'enfer qui est absolument époustouflante. Et à côté de ça, t'as aussi le savoir-faire hollywoodien, parce que moi, les scènes du jeu du cirque, alors d'une part, il y a la première scène des jeux du cirque dans l'arène, où d'un coup il y a les lions, les combats de gladiateurs, où t'as les gladiateurs qui tombent chez les lions, tu dis mais attends, et c'est pas des figurants numériques, hein. C'est pas des figurants numériques. Stop. Et on reprend parce que l'incendie a été maîtrisé dans les studios de Canal B. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui était génial dans Barabbas, c'est que aussi on avait le côté du cinéma hollywoodien à grand spectacle, et du coup t'avais cette scène dans les arènes, la première où d'un coup t'avais un train de gladiateurs qui était taré, et aussi cette scène incroyable entre Jack Palance parce qu'il y a Anthony Quinn qui joue Barabbas, et Jack Palance qui joue un gladiateur surpuissant, qui est complètement hystérique, et une scène de baston dans l'arène entre Jack Palance et Anthony Quinn qui est juste sidérante c'est une scène d'action complètement folle. On va faire une autre pause. Donc Barabbas, je rappelle, est sorti en DVD et Blu-ray chez Sidonis, comme tu l'as dit en plus, avec l'interview de Tavernier qui est toujours très intéressant en plus. Et puis on va passer au coffret. Les objets sont sortis à l'unité aussi, mais un coffret sorti chez Carlotta avec 3 films, 3 Blu-ray et DVD aussi d'ailleurs, je crois, de Fleischer, sorti autour de l'année 71. Il a enchaîné les films à ce moment-là. Il s'agit donc de Terreur aveugle, de L'étrangleur de Rillington Place, 10 Rillington Place en version originale, et puis surtout d'ailleurs Les flics ne dorment pas la nuit. On va d'ailleurs écouter justement un extrait des flics ne dorment pas la nuit en version française, pour que tout le monde puisse comprendre, et on se retrouve juste après pour en parler. Au fond, c'est pas plus mal. Plus être flic. Parce que c'est fini, tu t'en rends compte. Oh, voyons, on dit c'est pas ton genre, ça. Oh, je sais bien, mais... Les faits sont là, on fait plus le poids, plus maintenant. Non, je dirais pas ça. Tu sais, les choses changent. Même les gens changent. L'an dernier, tout le monde gueulait parce qu'il n'y avait plus de liberté. Et cette année, les mêmes réclament le gourdin. Cette fois, il se passe quelque chose qui me paraît grave. Le non, on recule. Les interdits, on en rigole. Bon, les mœurs, on a dû être coulant, puis ensuite c'était les petits délits, les délits majeurs qui ont suivi. C'est facile de se débarrasser du crime, on change la loi. Aucune loi n'interdit la vente de cam, bam, la cam devient légale. Aucune loi contre les attaques de banque, bang, le hold-up n'existe plus. Lutter contre le crime, ça devient du nougat. Et bien que ces trous du cul changent les lois et éliminent le crime, ils tueront pas le mal. Les lois changent, mais pas les gens. On n'éliminera jamais le mal, jamais. Dis donc, toi, en fin de carrière, tu parles plus comme un prêtre que comme un flic. Oh, l'homme de la rue est inconscient de ça. Les juristes, même la justice qui est à la traîne, eux, ils ne voient que les criminels. Nous, on voit les victimes. Nous, on voit les ravages. Et pourquoi qu'on les voit, les ravages? Pas parce qu'on est dedans. Au fond, tu as raison. Peut-être qu'après tout, on échoue à changer ses semblables. Mais les aider, c'est possible. Oh, je dis pas beaucoup. Je sais bien qu'au fond, on les aide même parfois contre leur gré. Mais on leur est nécessaire. C'est ainsi depuis toujours. Tu vois, même les Romains avaient des centurions qui préservaient la paix. Ces hommes étaient comme nous, déconsidérés, détestés, honnis. Mais eux, ils ont tenu le coup. Pas pour un temps. Jusqu'à ce que Rome passe sous le joug de la barbarie. Ouais.
Trinquons au nouveau centurion. Et espérons qu'ils feront mieux que les anciens. Voilà, c'était donc un extrait des Flics n'aiment pas la nuit. On va en parler un tout petit peu après, mais j'aurais voulu démarrer plutôt sur 10 Rillington Place, donc l'étrangleur de Rillington Place, qui fait partie d'une vraie trilogie, c'est pas vraiment une trilogie, mais il a fait 3 films Fleischer consacrés vraiment à des tueurs en série, tous adaptés de faits divers. Le premier, c'était à la fin des années 50, c'était Compulsion, c'est le génie du mal, qui est sorti aussi en Blu-ray d'ailleurs en France. Chez Rimini, voilà, avec Dean Stockwell qui est merveilleux comme toujours, et Orson Welles, et c'est adapté d'un fait divers qui avait aussi servi à Hitchcock pour La Corde, de 2 jeunes de bonne famille, voire avec carrément des gros bourges, qui pour montrer leur supériorité intellectuelle complotent pour faire le meurtre parfait, et ça plante forcément. Et le film se termine avec un très long monologue durant un procès donc d'Orson Welles contre la peine de mort. Qui est assez fascinant et qu'on retrouve du coup d'ailleurs ce message contre la peine de mort, même si c'est beaucoup plus subtil dans Rillington Place justement, adapté lui de l'affaire John Christie. Donc c'est en Angleterre, et entre les deux du coup il y a eu l'étrangleur de Boston dont on avait déjà parlé, qui était lui aussi sorti en Blu-ray chez Carlotta, qui est merveilleux, avec Tony Curtis, qui était vraiment qui est un film vraiment formidable, où là pour le coup il avait exploité le split screen et des choses comme ça, on avait déjà parlé. Et donc 10 Rillington Place, là pour le coup c'est avec Richard Attenborough, qu'on a vu aussi par exemple dans Jurassic Park, et qui est surtout connu maintenant pour avoir fait le réalisateur de trucs un peu lourdeaux comme Gandhi par exemple, ou Chaplin. Enfin il était en mode biopic quoi, donc un anglais, un truc un peu lourd, mais qui là pour le coup est vraiment super dans 10 Rillington Place, donc qui raconte l'histoire de ce tueur en série, hein, vraiment, mais un peu le film est merveilleux je trouve, parce qu'il est tellement, je le trouve tellement cradingue en fait, limite glauque, même si je sais plus, c'est Boukrieff je crois qui parle sur ce film là en bonus. Non, c'est Gans sur celui-là où justement, enfin de toute façon il faut aller voir les bonus de ce film justement, parce qu'il en parle très 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 bien, et notamment sur l'aspect visuel vraiment du film, et sur le fait que Fleischer, comme beaucoup, a travaillé finalement sur un terme qui est un peu peut-être trop exploité ou surexploité, mais le film cerveau. Et là on a vraiment affaire à ça, et donc c'est presque un huis clos qui se passe dans l'immeuble, dans l'impasse de Rillington Place, et dans l'immeuble où vit ce tueur, et à l'étage justement il loue un appartement pour un couple interprété notamment par John Hurt dans un de ses premiers rôles qui est super, et comment voilà ce tueur va aller tuer cette femme, un meurtre qui en plus, enfin heureusement justement il en montre pas trop, mais pour le coup, ce film est vraiment dérangeant, à la fois parce que visuellement, c'est pas du gris, du coup, c'est une couleur de boue un peu partout. C'est ouais, mais là pour le coup, ça te montre que les films anglais, ça peut être vraiment. Mais c'est drôle parce que ça rappelle, et ça a été fait avant Frenzy d'Hitchcock, donc Frenzy qui est un des films tardifs d'Hitchcock, qui est un film très étonnant évidemment, comme tous les Hitchcock tardifs, parce que des films beaucoup moins accomplis que ces films hollywoodiens, mais qui pour le coup obéissaient à une esthétique beaucoup plus cradingue quoi. Et il avait des projets dégueulasses Hitchcock d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, et puis c'est comme un peu si tout le soubassement du cinéma d'Hitchcock affleurait d'un coup à la surface derrière le glamour hollywoodien qu'étaient les films d'Hitchcock auparavant. Mais ce qui est amusant, et c'est ce sur quoi revient pas mal Gans et puis d'autres intervenants qui parlent de Fleischer, c'est de dire oui voilà, Fleischer d'un coup annonce ce truc là, parce que, et Gans je crois dit oui, ça serait très étonnant qu'Hitchcock ait pas vu Rillington Place avant de faire Frenzy, ne soit pas senti permis de faire Frenzy parce qu'il a vu Rillington Place, parce que là d'un coup t'as à peu près tout ce qu'on s'interdisait de faire qui d'un coup est montré quoi, voilà, des scènes de meurtre horribles, voilà. Et donc voilà, 10 Rillington Place qu'il faut voir de toute façon, mais c'est vrai que j'aimerais passer un peu plus de temps sur les Flics n'aiment pas la nuit. Donc en tout cas voilà, tout ça pour dire que c'est un truc qui visiblement intéressait quand même Fleischer, d'aller presque étudier en fait la psyché d'un malade mental, ce qui sans que ça soit médical, jamais, sans qu'il fasse un film dossier, parce que là on est quelque chose de très organique en fait. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on rentre dans le crâne du bonhomme, mais sans faire dans le médical, et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que tu le prends au trip, c'est quelque chose de très viscéral qui te sort, et qui va faire d'ailleurs avec l'autre film qui est disponible dans le coffret, Terreur aveugle,
qui est là presque un exercice de style en fait, avec Mia Farrow qui joue une aveugle, et pareil, ça va se passer grosso modo beaucoup. Enfin, il y a un morceau du film qui va se passer dans une maison où elle est, enfin, c'est un truc qui est terrifiant, je trouve. Donc, elle va être entourée des cadavres de sa famille parce qu'un tueur est passé par là, et elle a aucune conscience qu'il y a des cadavres partout autour d'elle. Et puis le tueur va revenir et elle va devoir s'échapper, et on va vivre aussi avec elle du coup cette fuite qui est absolument terrifiante, où là on retrouve aussi ce côté extrêmement organique en fait, très viscéral qu'il y avait dans Rillington Place, et que je trouve assez fascinant et très très surprenant, même si on est déjà au début des années 70, donc il y a la Horde sauvage qui est passée par là, il y a des films très violents qui sont passés par là, mais là on a quelque chose de vraiment on a l'impression d'avoir les mains dans la merde un peu quand on regarde tout ça quoi. Et c'est vrai que moi ça m'a vachement surpris de découvrir ça, en sachant que Richard Fleischer il garde quand même cette image justement des 20 milieux sous les merdes, Dr. Dolittle aussi, enfin quand même des projets justement de grands studios en fait, les grandes séries A, les grosses productions, les films presque familiaux finalement. Et là on a affaire comme tu vois avec ce que Hitchcock aurait aimé faire, je pense justement c'est pas de la pornographie, on est très loin de là, mais on a quand même l'impression énormément d'être en plein milieu de bah voilà, quand je vois Mia Farrow déambuler dans la glaise. Enfin ces plans là et on y revient aussi dans les dans les bonus des Blu-ray, hein. Mais c'est vrai que c'est des séquences qui sont quand même extrêmement marquantes et très très fortes parce qu'elles sont très viscérales, je trouve. Ouais, t'as ça, oui, Fabrice Duvels qui revient pas mal là-dessus, mais c'est vrai que c'est un film qui est très étonnant, qui est assez brillant, et c'est vrai que Duvels s'en parle très bien, parce qu'il dit voilà, moi c'est pas un film, en gros, je pense pas qu'il dit ça dans ces termes-là, mais il dit c'est pas mon Fleischer préféré. Mais par contre, c'est vrai que c'est un film où tu te dis c'est incroyable, parce que là on a un scénario qui dans l'état ne vaut pas grand chose, il est pas génial, c'est juste une idée absolument brillante qui permet d'exploiter des tas de choses, et Fleischer là-dedans, en excellent metteur en scène, les exploite. Et il y a un truc qui est génial dans ce film-là, c'est qu'il est à la fois, il arrive très bien à faire fonctionner le suspense. Donc le suspense, c'est vraiment manier le savoir, les informations que tu distribues au spectateur par rapport aux informations détenues par ton personnage principal, qui est aveugle. Toujours avoir que le spectateur ait un petit peu un temps d'avance, c'est ça qui crée le suspense. Et en même temps de manier une focalisation subjective, c'est-à-dire que dans le film est très étonnant parce qu'il arrive quand même à te faire ressentir et à te mettre dans la tête du personnage qui ne voit rien. Et le film arrive toujours à allier les deux. À la fois t'as du suspense parce que t'as un temps d'avance, et à la fois tu es dans la tête du personnage parce qu'il y a une attention au son, une attention évidemment aux gestes de son personnage principal et tout ça, où t'es vraiment dans la tête de quelqu'un qui ne voit rien. Alors que, au contraire, la mise en scène de Fleischer ne fonctionne que parce que tu vois l'information qu'il distribue dans les bouts de verre dans la cuisine. Et voilà, j'allais en parler, c'est une scène, ça fonctionne particulièrement bien avec cette séquence du verre étalé dans la cuisine, parce que l'attaque a eu lieu, elle n'est pas au courant, elle est pieds nus, et là c'est d'ailleurs d'à côté c'est du pipi de chat un peu quoi. Elle se balade pieds nus dans la cuisine en marchant toujours à côté des bouts de verre. La séquence dure quelques minutes, et elle est, enfin moi j'étais en train de sautiller sur mon fauteuil, et puis plus tard quand elle se met à courir en pleine panique, toi tu as aussi oublié comme elle que elle ne sait pas, et toi t'as oublié qu'il y avait ça, elle va marcher sur un bout de verre. La séquence est terrifiante. Et ça là tu dis c'est extrêmement brillant de parvenir à réussir un effet comme ça. Et comme tu le dis, c'est pas uniquement l'effet choc, l'effet de surprise ou le suspense qui pour moi est intéressant, c'est justement la capacité à te faire participer aux sensations de ce personnage. C'est ça qui est extrêmement impressionnant pour moi surtout quoi, parce que juste de faire fonctionner un effet de suspense ou horrifique un peu, ça serait un peu vain. Là on a affaire vraiment à une immersion dans l'objet, encore une fois, alors c'est peut-être pas du cinéma, du film cerveau là en l'occurrence, mais en tout cas il y a vraiment une volonté d'immerser, de pousser le spectateur à l'immersion, et ça me oui c'est très étonnant ce truc là. Et puis c'est vrai l'immersion de toute façon c'est un truc qui cherche de te faire rentrer dans le voyage fantastique, c'est typique pour ça. Enfin on va te faire rentrer dans un corps, c'est peut-être un peu trop justement littéral ou méta, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui visiblement l'intéresse, et sous différentes formes. C'est ça qui est assez pour moi impressionnant aussi. On va parler là des flics ne dorment pas la nuit, qui là pour le coup lui se adapte plutôt une forme de chronique en fait. Mais cette forme de chronique te permet là aussi encore d'intégrer un fonctionnement qui est celle de la police de Los Angeles au début des années 60, enfin à la fin des années 60, et vraiment de comprendre son fonctionnement et d'être avec son personnage, mais au cœur de l'action,
sans suivre une intrigue précise, mis à part l'évolution de son personnage principal et de sa relation avec les autres, mais qui va être une accumulation. Le film en lui-même est une accumulation de séquences qui avec beaucoup d'ellipses et qui chacune d'entre elles pourrait être un petit film finalement. Il crée un lien via son personnage et son évolution et son histoire, évidemment. Mais il y a encore cette réalisation de te faire pénétrer vraiment de façon très très efficace dans un univers, en fait. Ouais, t'as cette chose-là, de toute façon, chez Fleischer qui est hallucinante et qui a... c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de ses films, mais je pense c'est pareil, c'est aussi dit dans les bonus, mais c'est quelqu'un qui avait une formation scientifique à la base et de médecin, mais t'as un peu cette chose-là chez Fleischer, une chose qu'on va pouvoir retrouver aussi dans ses films noirs, et un film noir dont on avait déjà parlé qui était les Inconnus dans la ville, Violent Saturday, qui est sorti donc aussi mais chez de Carlotta, faire une sorte de radiographie à un moment donné de ce que c'est une époque, ce qui fait que les films de Fleischer des fois sont des bons témoignages. Il a fait beaucoup de films historiques qui peuvent être des bons témoignages, mais aussi ses films contemporains peuvent être des bons témoignages. Je pense que The New Centurion, c'est là pour le coup on est à fond dedans, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant chez lui dans le sens où il y a une attention, si on veut chercher des constantes, il y a une attention aux classes chez lui, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut aussi trouver dans la Terreur aveugle, dans le rapport de classe. Là, ça se passe dans la upper class londonienne. Les rapports qu'il peut avoir avec le prolétariat, avec le jardinier là, avec les gitans qui se baladent dans le coin. Quelque chose à laquelle Fleischer va être très attentif. Donc on voit que c'est aussi un auteur avec qui a une dimension sociale très très forte. Mais à la fois, c'est pas quelqu'un qui reste discrète, parce que sinon je pense qu'il aurait été catégorisé. Et c'est ça qui marche bien encore aujourd'hui, c'est que ça reste discret, justement. Carrément. Et ça, c'est Gantz qui en parle dans les bonus de Rillington, c'est que il dit, voilà, Fleischer, il appartient, et d'ailleurs, j'allais citer Lumet par rapport à ça aussi, parce qu'on a dernièrement fait une émission sur Lumet. Il disait, voilà, Fleischer, c'est encore une génération avant Lumet. C'est-à-dire que c'est des gens qui agissent dans un système où pour eux, c'est absolument impossible de s'autoriser un discours. Mais n'empêche, ça ne les empêche pas d'avoir des préoccupations et de les insuffler dans le film. Mais ça ne passera jamais par un discours. Ce qui peut aussi, tout à fait correspondre à aussi une vision très scientifique des choses, très de constat. Et là, en l'occurrence, c'est là. Donc tu regardes beaucoup de ces films, on voit les rapports de classe. Dans Barabbas, tu les vois aussi. Tu vois un côté qu'on pourrait être qualifié de façon très rapide, de très réaliste. On voit le rapport entre le pouilleux qui est Barabbas, la upper class romaine, les notables de Jérusalem. Voilà, on peut voir ces choses-là. Dans Terreur aveugle, on les voit également. Et en même temps, à la fois, et c'est aussi quelqu'un qui va s'extraire du discours, parce que c'est aussi quelqu'un qui, dans la grande tradition cinématique de à la Renoir, va dire voilà, chacun a ses raisons. Donc c'est pas quelqu'un qui va montrer aucun personnage n'est sacrifié chez Fleischer. C'est en ça que c'est un cinéma qui vieillit très très bien aussi. C'est que même dans Rillington Place, sur l'étrangleur, le personnage du tueur, évidemment, Fleischer, c'est pas qu'il a à le charger ou à le défendre, c'est qu'il le montre. En fait, en le montrant, le spectateur a de toute façon de la sympathie pour lui, même s'il est effrayé, s'il est vraiment repoussé par ses actes. De toute façon, le fait de montrer la chose, il fait que voilà, il a un objet, il l'étudie avec sa caméra, donc c'est à nous d'en faire notre truc, mais à aucun moment il va y avoir cette volonté de vouloir dire, de le dire, attention, ça c'est le méchant, voilà. C'est d'autant plus intéressant que quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la question du mal. Fleischer, la question du mal, c'est quelque chose, on voit bien. C'est un mal trouble. Vraiment, et dans Rillington Place, par exemple, pour moi, c'est assez évident, comme tu viens de le dire, le tueur en lui-même, il est pas, évidemment, il est abominable, c'est un monstre absolu. Pourtant, il est pas descendu en flèche par Fleischer non plus. Il tente juste de comprendre un peu le personnage, justement, et il le montre aussi dans des états de trouble assez puissants. Il y a aussi sa relation avec sa femme, qui est très très forte, et juste en un plan ou deux, en fait, il va te raconter énormément de choses. C'est là aussi où il y a un plan, par exemple, dans Rillington Place que je trouve très très fort, quand il va aller planquer un cadavre dans le jardin, et sa femme est sur le lit dans la chambre, et elle veut pas regarder ça, quoi. Et juste à un moment, elle détourne le regard et elle voit ce qu'il est en train de faire, et tu sens juste avec en un plan qu'elle est bouleversée, et toute l'importance que ça peut avoir pour elle, pour leur relation, et ce que ça raconte sur lui-même aussi, sur le tueur. Enfin, c'est fou, en un plan ou deux, de raconter autant de choses, et non seulement ça raconte beaucoup de choses, mais ça transforme aussi évidemment le portrait qui est fait du tueur. C'est ça qui est, et
parce qu'il faudrait quand même qu'on parle des flics ne dorment pas la nuit, mais c'est pareil, on a affaire pour moi à un portrait de personnage qui est quand même, enfin plusieurs portraits de personnages qui sont de toute façon, tous les personnages dans le film sont assez merveilleux, mais le personnage principal interprété par Stacy Keach, qui à l'époque accumule beaucoup de grands films, hein. Moi c'est un film que je rapproche vachement de Fat City de Houston, qui a été fait à peu près au même moment, et pareil, c'est un petit jeune au départ, il va évidemment beaucoup vivre. On s'identifie énormément forcément au personnage parce qu'on découvre le monde en même temps que lui. C'est très efficace comme manière de faire. C'est pas nouveau, hein. Et évidemment, le type va lui-même se transformer en con. Enfin, il est tellement bouffé par ce qu'il vit au quotidien, par ses expériences personnelles, que le type devient lui-même un sale con. Pourtant, on reste attaché à lui, et à aucun moment, Fleischer ne va chercher non plus, justement, avec un personnage de ce type, mais comme il l'a fait dans d'autres films, à en faire un éloge non plus, à le montrer en chevalier blanc, comme un film comme Mandigo sur l'esclavage est impressionnant aussi là-dessus. Ne pas non plus, par exemple, mettre d'un côté les blancs qui seraient méchants et les esclaves qui seraient tous gentils. Il y a aucun manichéisme chez lui, et c'est pas en plus c'est pas avec des personnages qui sont faciles à manier. C'est ça qui m'impressionne le plus, je pense, quoi. Ouais, c'est dingo, parce que c'est vrai que pour le prendre vraiment, Les flics ne dorment pas la nuit, c'est assez hallucinant, parce que c'est un film nous dont on parle depuis quelques années, voilà, qu'on a découvert, mais c'est un film assez peu connu, alors que c'est vraiment un des plus grand polar des années 70. Beaucoup celui-ci passait pas à la télé. Oui, là pour le coup c'est un film qui est très peu connu, dans le sens où, oui, comme tu dis, c'est vrai que c'est assez important de noter, c'est un film qui passe jamais à la télé, qui est jamais passé à la télé, qui est très peu connu, c'est la première vision vidéo du truc, c'est un truc qu'on a découvert à Los Angeles, évidemment, comme beaucoup de gens qui sont qui sont envie de découvrir des polars des années 70, c'est un des plus grands polars. Moi j'en ai entendu parler quand j'étais tout petit, au hasard, c'était dans Ciné News ou dans Impact, où il y avait eu un dossier sur les flics au cinéma ou sur les flingues au cinéma, et il y avait justement un article sur le flingue de George C. Scott dans Les flics pas la nuit. Mais c'est assez amusant, parce que c'est vrai que je pense qu'avec French Connection, Heat, Police Fédérale Los Angeles, c'est un des plus grands films sur les flics. Et c'est assez amusant, et là adapté encore une fois de Wambo. Wambo, qui est donc un romancier flic, un des premiers romanciers flics qui a écrit le quotidien des flics, et c'est amusant de voir le trajet de ce film-là, parce que c'est un film qui a eu un très grand succès aux États-Unis, voilà, après adapté d'un best-seller, avec George C. Scott qui vient d'avoir un Oscar pour Patton, et gros projet exceptionnel là-dedans. Mais accueil en France complètement glacial, parce que justement c'était un film sur les flics, et qu'à l'époque, pour le coup, on est dans les années 70, et qu'on peut pas faire un film positif sur les flics. Non pas que le film soit positif, mais c'est un film qui est au contraire, qui considère, et Boukrieff en parle excessivement bien. Je trouve que c'est dans tous les bonus de Carlotta, je trouve que Boukrieff est vraiment absolument incroyable. Donc le cinéaste, Boukrieff, et il dit, voilà, lui, ce qui est génial dans ce film-là, c'est qu'il filme les flics comme des prolos, voilà, ce qui est comme des mecs qui font un taf, voilà, et il les filme comme ça. C'est pas une histoire de dire. C'est le cas d'ailleurs. Stacy Keach, lui, bosse au départ pour payer ses études d'avocat et pour supporter sa famille. Donc tu les vois en train de faire un boulot dans le quotidien et compagnie, et c'est une chose qui dans les années 70, en France en tout cas, était presque irrecevable. Le flic, c'était pas un prolétaire, je sais pas quoi, c'était l'incarnation du bras armé de l'État qui nous opprimait, machin. Donc ce film-là était un film fasciste. Ça a été clairement accusé d'être un film fasciste. Enfin, tu te dis, c'est hallucinant quand tu regardes ce film-là de dire c'est un film fasciste. C'est en plus, il y a même les scènes des fois les plus faibles, qui sont quoique complètement jouissives, sont au contraire des scènes hyper ancrées à gauche. Quand George C. Scott va foutre limite son flingue sur la tempe d'un mec qui fout un loyer prohibitif pour des wetbacks mexicains, lui dire mais tu vas arrêter de me faire chier avec son truc, je t'envoie l'hygiène au cul et tu leur baisses leur loyer. C'est au contraire un truc hyper gaucho. Mais c'est un film qui est délirant et qui c'est je pense que ça fait partie en tout cas des films que tu peux conseiller absolument sans problème à tout le monde. Tu dis regarde ce truc là, tu vas voir, tu vas prendre du plaisir, parce qu'en plus il y a un côté, même en le regardant, ça fait 3 fois, c'est la 3e fois que je vois ce film-là, je me dis, au début, je me dis, ah putain, en fait, non, c'est presque un feel-good movie au début. Parce que c'est hyper agréable à habiter. Au tout début de ce film. Il passe très très vite, il y a un rythme efficace. Le film, et en termes de mise en scène, parce qu'on parle de chronique, il a un côté extrêmement réaliste, ce film. Et en même temps, à côté de ça, c'est vrai qu'en fait, en le revoyant, du coup, là, pour une 3e ou 4e fois, et il y a une interview de l'assistant chef-op sur le Blu-ray aussi. Et c'est vrai que le film, en fait, est bourré de mouvements de caméra complètement dingues. Visuellement il est extrêmement stylisé en fait, alors que c'est vrai quand tu regardes la première fois t'es tellement emporté par le machin, t'as l'impression d'avoir vraiment affaire à quelque chose d'une chronique quasi documentaire, alors qu'en fait non, le film est extrêmement stylisé. Et c'est des mouvements de caméra, de grue, de machin, de zoom, presque constamment en tout cas, mais qui sont
constamment là aussi pour accompagner l'action et ce qui se passe. Hein. C'est pas gratuit. Hein. Ça c'est une chose, mais je pense que moi ce sur lequel ce sur quoi je voulais appuyer, c'est que c'est vraiment au tout début du film. C'est dans le côté feel good movie, c'est que t'es embarqué avec les personnages. Fleischer t'embarque avec ses personnages et c'est presque agréable. Je pense à cette scène qui est géniale où il embarque les putes et tout ça. Toutes les putes sont rigolardes dans le camion à putes et tout ça. Où il boit de whisky. En termes d'humeur, il arrive à. T'es là, ouais. Tu dis quand je l'ai revu, aussi très dur au départ, celle avec l'enfant. Ouais, mais ça vient après. Mais au tout début, tu dis ah ouais, c'est peut-être un peu. Moi, au début, je me dis ah putain merde, je vais pas tant aimé ce film-là à la revoyure, parce que je me dis en fait c'est vraiment gentil et je trouve ça incroyable Fleischer comment il gère cette humeur-là, parce que effectivement cette scène est au début c'est presque agréable parce que c'est aussi, il faut faire comprendre que ce bonhomme-là il est content de faire ce boulot-là, enfin le personnage de Stacy Keach va se faire complètement bouffer parce que effectivement c'est une partie essentielle du boulot de flic, c'est que t'as ce sentiment de puissance-là, c'est aussi ce sentiment de la nuit qu'on connaît tous même sans être flic et tout ça, c'est qu'il y a un côté très qui peut être très charnel, très humain dans la nuit et tout ça, et que les flics aussi, bah voilà, ils ont ce truc-là. T'as un côté la vie peut être en complètement, il peut y avoir une sorte d'effet hyper j'ai oublié le terme, mais vraiment qui peut être beaucoup plus fort, voilà, dans ce truc de la nuit, qui est euphorisant dans la nuit, voilà. Et ce qui fait ce dont le film témoigne au tout début, et au fur et à mesure où le film va aller, on va voir qu'il va être contaminé complètement par ce truc-là, par l'adrénaline que ça peut créer, et par aussi l'horreur à laquelle tu peux être soumis, quoi. Et avec des scènes qui vont être absolument terrifiantes au fur et à mesure. Mais le film a une humeur générale qui est extrêmement bien dosé, qui arrive très bien à en faire un film très agréable à habiter, à la fois qui te fout une grosse baffe. Oui, parce que c'est extrêmement mélancolique aussi, voire carrément tragique par moment. Et moi, j'ai revu un morceau de The Cowboys. The Cowboys, c'est un film de Robert Aldrich qu'il a fait quelques années plus tard, qui est lui aussi adapté du même écrivain, Wambaugh, et qui là pour le coup va dans l'excès en fait, c'est-à-dire que le film dès le départ va donc c'est vraiment le même univers, hein, des jeunes recrues, enfin des flics de la rue qui font leur patrouille, tout le bordel, différentes équipes. Mais là pour le coup il va faire dans l'humour un peu gras, même voire carrément poussif, et quand il y a de l'action il faut que pareil que ça soit complètement pétaradant, et c'est dans l'excès constamment. Et en revoyant The Cowboys et du coup Les flics n'aiment pas la nuit, je me suis rendu compte à quel point Fleischer avait vraiment, alors que j'adore Robert Aldrich, hein, c'est vraiment pas mais c'est vrai que là alors que c'est le même sujet et le même univers, et Fleischer a vraiment réussi justement à réguler cette humeur, ce rythme du film, et à vraiment, je pense qu'il a un vrai intérêt pour ses personnages, ce que n'a pas forcément, je pense, Robert Aldrich, qui est beaucoup plus du coup lui sur le style finalement en fait, alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse, mais en fait Fleischer a vraiment un intérêt pour ses personnages profond, il les apprécie, il cherche à les comprendre, et il veut que le spectateur aussi les comprenne, et c'est un truc que je ressens, et en revoyant Les flics n'aiment pas la nuit, c'est un truc que j'ai vraiment ressenti, c'est voilà cette volonté, chaque personnage a sa place, même ceux qui vont apparaître pour une séquence, tu vois, tu parlais des immigrés mexicains, ou même la mère de famille qui est monstrueuse avec son gamin, la petite amie noire, ou n'importe qui, ils ont tous à un moment ou à un autre leur place, leur droit d'exister en fait, et c'est ça qui rend le film constamment, à chaque séquence, est constamment extrêmement vivant. Ouais, de toute façon, c'est pas des cinéastes identiques, pas du tout. Aldrich ou Fleischer, ils vont avoir une chose en commun, c'est Ernest Borgnine qui était très content de tourner avec les deux, était toujours très content de retrouver dans l'état de film, et que tu retrouves très souvent chez Fleischer comme chez Aldrich. Mais Aldrich, c'est quelqu'un qui va filmer un portrait d'une société presque à un moment T sur un angle qui est pas du tout. Il pourrait très bien filmer un connard et compagnie, mais c'est pas un humaniste comme Fleischer. Fleischer, c'est un humaniste. Voilà, vraiment, c'est ça. Il y a quelque chose de ça. Oui. Et même avec ces tueurs, tu vois, je repense encore au Génie du mal, où il y a quelque chose de fascinant à montrer deux types qui sont monstrueux, qui sont limite nazis en fait, et pourtant on les suit pendant les 3/4 du film, et il y a beaucoup de sympathie même pour pour Dean Stockwell, il y a beaucoup de sympathie quoi. Alors que ce type est un monstre, est un vrai monstre nazi quoi pour le coup quoi, qui cite Nietzsche, qui veut se démontrer qu'il est un surhomme, et en fait Fleischer le montre tel qu'il est en fait, et c'est assez fascinant aussi d'avoir, parce que ça, pour moi c'est presque courageux en fait justement de montrer ça quoi. Aujourd'hui je pense pas qu'un film comme Les flics n'aiment pas la nuit ou Génie du mal serait concevable du tout.
Et puis on va terminer du coup cette émission parce qu'il est très rapidement avec la dernière sortie chez Whiteside, donc en 2 minutes. Dernière sortie chez Whiteside, c'est Mr. Majestic. Donc c'est un film qui date d'un peu après 74. Avec le film est accompagné d'un petit livret qui va servir de portrait de Charles Bronson un peu, qui est très intéressant. Donc un livret de Frédéric Albert Lévy, donc Fall de chez Starfix. Voilà, et qui est vraiment chouette, et qui va revenir sur l'aspect complètement asocial de Charles Bronson. Le Mr. Majestic, donc, qui est tourné avant que lui-même soit une grosse star, mais il se comportait déjà comme tel longtemps avant de le devenir grâce aux justiciers dans la ville. Savoir que Bronson, c'est raconté justement par Fall, avait refusé par exemple par 2 ou 3 fois déjà des propositions de Sergio Leone pour faire la trilogie du dollar, que finalement il a accepté il était une fois dans l'Ouest, mais que Leone l'avait vraiment relancé énormément pour avoir ça, que sur les tournages de ses films, il était constamment dans son coin, il refusait de parler aux gens, et par contre, ce qui revient aussi dans le livre et dans le film, Mr. Majestic, qui est un Charles Bronson movie, quand même, mais que je trouve assez vraiment très très chouette, avec musique qui est super de Bernstein. Il y a beaucoup de choses très très bien, l'histoire d'un cultivateur de pastèques qui veut absolument récupérer ses pastèques, récupérer le fruit de sa récolte, récolter ses pastèques et tout, et que des petits branleurs et un tueur qui va croiser sur sa route vont empêcher. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer ses pastèques, quoi. Et tout le monde va le faire chier pour ça, et ça va se finir en fusillade, quoi. Et c'est assez fascinant de faire un film là-dessus, quand même, et qui est super crédible. Moi, je comprends tout à fait. Bronson, lui, tout ce qu'il veut, alors il est complètement insouciant comme bonhomme. C'est assez fascinant comme personnage, complètement insouciant. Il se passe des choses monstrueuses, super dangereuses autour de lui. Lui, il prend constamment des décisions qui sont, c'est l'insouciance pure. Mais il le fait comme si c'était mené par une espèce de croyance de base morale qui mène le moindre de ses gestes. Il le fait avec des gestes très précis, d'ailleurs constamment. Il est toujours très précis comme bonhomme, mais insouciant, complètement insouciant, et tout ça pour dire que dans le bouquin, du coup, on revient quand même sur aussi la présence, c'est-à-dire que Bronson, même s'il s'est fourvoyé après du coup à la fin des années 70, il a commencé les merdes, surtout au début des années 80, mais avant ça, il avait quand même, c'est vrai que quand il apparaît à l'écran, il a pas une carrure, mais en tout cas il a une gueule, et il a une vraie présence physique qui est impressionnante. Et là-dedans, il a des gestes, et en plus c'est accompagné par la mise en scène de Fleischer, qui est encore une fois extrêmement précise et efficace. Il y a des séquences d'action pure qui, moi, en termes de mise en scène, m'impressionnent énormément. C'est-à-dire qu'en termes de découpage, il y a rien à jeter. C'est extrêmement efficace, c'est en même temps très très impressionnant. Ça paraît pas calculé, contrairement à des choses qu'on pourrait voir aujourd'hui. C'est vraiment chouette de revoir un film comme Mr. Majestic, film d'action. Il y en a pas mal des films, notamment avec Jason Statham, qui sortent aujourd'hui, qui pourraient être des remakes. Et d'ailleurs, il y a eu un remake de Mécanique avec Statham. Enfin, et tu te rends bien compte que aujourd'hui, les types qui réalisent ces films-là n'ont pas une once du talent que pouvait avoir Fleischer pour faire ces séquences d'action. Un truc tout con, mais c'est une des premières scènes du film, quand t'as une espèce de branleur qui vient le faire chier avec un fusil à pompe, et Bronson va lui piquer son fusil à pompe, lui filer un coup de pompe justement lui exploser les couilles et tirer sur le haut-parleur. Juste cette petite séquence, pour moi, est extrêmement impressionnante en termes de découpage, quoi. Mais oui, non, mais c'est taré. Mais après, on a sûrement peut-être pas assez insisté sur les trucs de mise en scène mais faut voir d'où ça vient aussi, hein. Fleischer, c'est quelqu'un qui vient vraiment, et c'est très important de le noter, de l'économie de la RKO, de la série B. Alors moi, je conseille vraiment, en plus, un truc qu'on retrouve, parce que Montparnasse a vraiment légué ses droits et a été en fin de droit de tous les trucs RKO. Ils avaient sorti un coffret Fleischer à un moment, qui, d'une part, 3 films vraiment géniaux, Child of Divorce, Armored Car de Robbery, et puis l'énigme du Chicago Express, qui sont des séries B à 1h10 à chaque fois tel que ça pouvait se faire à l'époque, où t'avais pas mal d'intervenants qui revenaient sur le style du truc. Tavernier, Saada, encore une fois, qui fait toutes les préfaces chez les DVD Carlotta et qui en parle très 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 bien, et qui dit voilà l'économie du mec, d'où ça vient, le savoir qu'il va pouvoir déployer, que ça soit dans des productions des grosses productions, ou après pendant toute sa carrière, c'est savoir comment dispenser un maximum d'informations avec le minimum de dialogue, de plans et tout ça. À savoir que c'est quelqu'un qui est un maître du plan séquence, dans le sens, pas un plan séquence à la De Palma,
pas un plan séquence à la Scorsese. C'est jamais voyant ce qu'on disait jamais on les voit. Enfin moi toutes ces mouvements de caméra, j'ai remarqué au bout de la deuxième vision. Tu ne les vois pas. C'est lui ils le disent tous. C'est au bout de la troisième vision. La première vision t'es embarqué par l'histoire. La deuxième tu te dis putain de quoi ça parle. La troisième tu regardes la mise en scène tu te dis putain la vache c'est taré. Voilà. C'est que d'un coup t'as un plan séquence. C'est pas que ça dure 10 minutes je sais pas quoi. C'est que d'un coup t'as un truc qui va commencer en plan large, après finir en plan moyen, qui va changer de personnage. Tu vas avoir un champ contre champ intégré dans le même mouvement de caméra. Tu n'as absolument rien vu. Mais ça lui permet, c'est un savoir-faire qu'il a acquis en devant tourner très vite des films de série B pour la RKO, des films qui devaient se tourner en 3 semaines ou je sais pas quoi, ou un scénario, tu devais le tourner très très rapidement, et la solution la plus rapide c'était de tourner en très peu de plans, d'autant plus après le monteur pouvait pas faire n'importe quoi avec ton film, t'étais obligé de tourner de monter ce que t'avais tourné, et c'est quelque chose que tu vas retrouver dans tous ces films, et les flics de Normal la nuit, tu vois ça aussi. Et justement j'allais donc pour terminer, on va écouter cette séquence justement pour se quitter. Et typiquement, moi, c'est la séquence qu'on va écouter, celle de la dernière scène, pour ne pas faire trop de spoilers, mais la dernière scène de George C. Scott dans Les flics n'aiment pas la nuit, qu'on va entendre, que je trouve exceptionnel et qui est justement un plan séquence en zoom qui ne faites pas attention à ça si jamais vous voyez le film pour la première fois. De toute façon, vous ne ferez pas attention à ça parce que la scène est incroyable. Ouais, c'est merveilleux. Et de toute façon, on vous dira pas quand est-ce que ça arrive, et ça va passer en VF. Et si jamais vous voulez pas l'entendre, eh bien c'est très simple, vous arrêtez d'écouter maintenant. L'émission se termine. On vous rappelle que donc 5 Blu-ray de Richard Fleischer sont sortis, et DVD également, Barabbas chez Sidonis, Mr Majestic chez Whiteside, et puis 3 films chez Carlotta, L'étrangleur de Arlington Place, Terreur aveugle, et puis Les flics n'aiment pas la nuit. Donc ce merveilleux film, c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on peut voir des films dans des bonnes qualités. Et on se quitte donc avec cet extrait des flics n'aiment pas la nuit, avec George C. Scott, qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard chez Fleischer dans The Last Run, que j'aimerais bien qu'il ressorte aussi dans une bonne copie, film qui a été démarré par John Huston et que Fleischer a récupéré, et qui est super, qui a un peu pensé à la classe touriste. Bref, tout ça pour dire qu'on se quitte, que vous pourrez retrouver cette émission évidemment sur le site de Canal B, et que nous on se retrouve très bientôt. Merci à vous, merci Antonin, à très bientôt, ciao. Des bisous. Roy, Andy, je te réveille? Non, je voulais pas te réveiller, je suis désolé. Bien. Désolé que je voulais pas te réveiller. Non, je suis pas sous, je me répète, tu vois, je radote un peu. Tu verras ça quand tu seras en retraite. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Non, je veux dire, demain. Et à part ça? Ah oui. Bon. Embrasse Becky pour moi. Écoute, t'as bien une seconde, quoi. Est-ce que je t'ai déjà parlé du vieux assis dans un fauteuil sous sa véranda dehors et qui téléphonait toutes les semaines au poste? Il nous racontait toujours le même truc. Tu vois, il disait... voilà, je viens de rentrer, il y a un homme chez moi, je le connais pas. Et il est là, il me fixe sous la véranda. Alors, comme j'étais dans le salon, j'ai eu peur, mais j'ai attrapé le téléphone et je vous ai appelé. Et il est toujours là, il se balance dans le fauteuil. Alors, vous savez, moi, je crois que c'est un fou. Alors, chez lui, comme ça, et puis je faisais le tour de la maison, il n'y avait personne, évidemment. J'attendais quelques minutes, puis je criais, allez où, je te foutais le camp d'ici, et qu'on vous en voit plus. Puis ensuite, j'allais jusqu'à la porte, et puis alors là, tu sais, je la balançais comme en faisant un bruit terrible. Puis alors après, je retournais sous la véranda, puis je disais au vieux, ça y est, cette fois, vous pouvez rentrer. Votre timbré, je l'ai chassé. Alors, il venait vers moi, le pépé, puis il me remerciait, tu vois. Des sanglots dans la voix. Et la semaine d'après, il téléphonait, il remettait ça, et moi, pas de pomme, je lui refaisais le même cinéma. Je me demande ce qu'il devient, ce type. Non, c'est pas ce type-là, non, c'est des vieux que je veux te parler. Il y a quand même une logique dans tout ça, mais m'échappe. Bon, ben écoute, te casse pas, va, et je te rappelle un de ces jours.